Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de l'été de TV7. Nous sommes le vendredi 11 juillet et voici les titres de cette édition. Un nouveau drame en Gironde, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé en bord de route dans le Médoc. Le parquet de Bordeaux s'est exprimé sur le sujet. C'est une première pour Bordeaux, un Girondin défilera en tête d'un bataillon le 14 juillet prochain, un moment fort qu'il nous partage avant la cérémonie. Et ce week-end du 14 juillet promet d'être chargé sur les routes, alors qu'une vague de chaleur est attendue en France. Et dans des conditions tendues, il n'est pas rare que la nervosité prenne le dessus au volant. Et le drame s'est déroulé dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 juillet. Le corps d'une femme de 43 ans a été retrouvé gisant sur le corps d'une route à Moulis-en-Médoc en Gironde. Son ex-compagnon, un ouvrier viticole de 36 ans, a été interpellé en possession d'un fusil sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Il a avoué être l'auteur du tir mais parle d'un acte accidentel. La victime avait déjà été victime de violences de la part de son ex-compagnon, mais les faits n'avaient pas été portés à la connaissance des services de police ni de gendarmerie. Écoutez le procureur de la République de Bordeaux. L'intéressé est un individu âgé de 36 ans qui était déjà connu des services de police et de justice puisqu'il avait déjà été condamné en particulier pour des infractions routières mais également pour des faits de violence au sein du couple et en particulier il avait été condamné en 2019 à une peine d'1 année d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve. La partie ferme avait été donc intégralement purgée et aucun incident n'avait été relevé au cours de la période de mise à l'épreuve. Il n'y a pas de dispositif miracle, mais il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place au cours des dernières années. Je pense en particulier au téléphone grave danger, je pense en particulier au bracelet anti-rapprochement, je pense en particulier aux ordonnances de protection. Tout ça, ce sont des dispositifs nouveaux qui ont fait leurs preuves quand même. Qui ont fait leurs preuves, encore une fois, ce ne sont pas des outils miracles, mais qui ont fait leurs preuves et qui ont permis, en l'occurrence, d'éviter des gestes aussi tragiques que ceux auxquels nous avons encore assisté le 9 juillet dernier. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi sur un camp militaire à Capcieux dans le sud Gironde. Plus de 10 hectares de pins ont brûlé. Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Il a été détecté grâce au tout nouveau système de vidéosurveillance des massifs forestiers du SDIS de la Gironde, un outil précieux dans la lutte contre les feux de forêt. Non. On a l'unité de Houillès, du 47, qui vient d'arriver. Et on a le demi-gif de Lerme, Grignols, qui est arrivé aussi. Donc la première chose qu'on va effectuer lorsqu'on a une alerte, on va faire une triangulation. Donc avant, elle se faisait de manière manuelle, sur lequel les opérateurs nous donnaient les angles par rapport sur lesquels ils avaient identifié la fumée. Là, en fait, ça se fait de manière quasi automatique, voire automatique, avec notre système informatique. Donc à partir de là, on engage le train de secours et à partir de là, on va venir évaluer le risque de sécurité civile et engager plus ou moins de camions en fonction des besoins. Cet outil nous change la vie parce qu'il nous permet d'avoir de la visibilité. On n'est plus aveugle des phénomènes qui se passent. Avant, c'était des messages radio sur des phénomènes de fumée. Aujourd'hui, on a une visibilité, ce qui nous permet de rendre réelle l'intervention qu'on a engagée. On est dessus de 7h30 du matin jusqu'à 22h quasiment, tombée de la nuit, et on supervise le massif continu, et ce qui nous permet d'avoir une vision globale du territoire en temps réel. C'est dans un contexte politique et économique particulièrement tendu que s'est tenue ce jeudi l'inauguration de l'extension de l'hôpital Bagatelle à Talence. Un projet ambitieux mais fragilisé par le désengagement du ministère des Armées dans un partenariat estimé à 140 millions d'euros, impliquant également l'hôpital militaire de Robert-Picqué de Villenave-d'Ornon. Une décision qui soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir de la Fondation Bagatelle. C'est une inauguration en demi-teinte. Un hôpital flambant neuf, plus de 22 000 m², mais un avenir incertain pour les 1600 salariés de Bagatelle. On a besoin d'avoir une certaine sécurité sur le lendemain parce que quand on rentre dans ces métiers du soin, c'est un engagement fort envers l'autre et la prise en charge des autres. Et pour bien s'occuper des autres, il faut être bien soi-même. C'est quand même une évidence. En octobre 2024, l'armée décide de se retirer du projet Baya alors qu'il y contribuait à hauteur de 24 millions d'euros.
Un projet datant d'une dizaine d'années, consistant à la construction d'un hôpital à la fois civil et militaire, entre Bagatelle et celui de Robert Picquet à Villenave-d'Ornon. Le mois dernier, la Fondation protestante avait même évoqué un risque de cessation de paiement, mais préfère aujourd'hui se montrer optimiste. Je ne suis pas très inquiet parce que ce bâtiment, cette offre de soins au niveau de cette partie de Bordeaux est totalement indispensable et va permettre de prendre en charge une population dans d'excellentes conditions. Ce désengagement de l'armée s'explique par de nouvelles priorités stratégiques liées notamment à l'évolution du contexte géopolitique international. Face à cette situation, les élus ont décidé de tirer la sonnette d'alarme auprès de l'État. Nous, on a fait une démarche avec les collègues présidents du département et présidente de la métropole. On est en garantie d'une partie des investissements. L'affaire est entre les mains du Premier ministre parce qu'il y a un débat entre le ministère des Armées et le ministère de la Santé pour qu'on accompagne Bagatelle dans la suite de sa transformation. Une conciliation est en cours et devrait s'achever à la mi-août. En attendant, le nouvel hôpital ouvrira ses portes au public dès le 15 septembre. C'est une première dans l'histoire du défilé du 14 juillet. Le chef du bataillon douanier sera cette année bordelais. À 41 ans, Michael s'apprête à vivre un moment fort en émotion et en responsabilité. Il aura l'honneur de conduire et de coordonner le détachement douanier sur la plus célèbre avenue de France, les Champs-Élysées. Un portrait réalisé par Tristan Lambert. Défiler sur la plus belle avenue du monde, Michael s'y voit déjà. 14 juillet, c'est l'hommage à la nation, à toutes les forces qui concourent à la sécurité du pays. Donc c'est une immense responsabilité, un immense honneur de voir son administration défiler parmi l'ensemble des corps défilants. Entré en douane en 2007 à Roissy, Michael est aujourd'hui chef divisionnaire à Bordeaux-Mérignac. Afin d'être prêt le jour J de l'événement, l'homme de 41 ans et ses privilégiés s'entraînent à haute intensité. Il parcourt jusqu'à 20 km quotidiennement. On apprend l'ordre serré à titre général, les commandements, les déplacements en bataillon, un certain nombre de techniques pour militaires d'ordre serré. Et puis on apprend aussi à avoir une coordination. Le bataillon doit faire corps. Les déplacements doivent être coordonnés, à la fois les mouvements de bras, de pieds, pour que ce soit uniforme et harmonieux. Un moment tout à fait spécial cette année car pour la première fois, le chef de bataillon est bordelais. Un rôle de leader qu'il assumera sur près de 800 mètres sur les Champs-Élysées à Paris. Le bataillon se compose de 50 défilants à pied, la garde au drapeau, les chefs de section et le carré. Ça fait donc 49 personnes qui sont derrière moi, mais qui suivront mon pas et mes commandements. Traditionnellement, la douane défile parmi les derniers, juste avant la Légion, concluant son passage devant les plus hautes autorités de l'État. Et ce week-end, les routes de la région Nouvelle-Aquitaine s'annoncent particulièrement encombrées. Bison futé voie rouge dans le sens des départs dès ce vendredi, avec un pic de circulation attendu ce samedi entre 10h et 19h. Les axes autour de la métropole seront à éviter si possible, car les bouchons risquent d'être nombreux. Et c'est dans ces conditions tendues, il n'est pas rare que la nervosité prenne le dessus. Selon une étude récente, un tiers des couples se disputent sur la route des vacances, notamment si le conducteur se trompe d'itinéraire. Ce chiffre passe à 1 sur 2 lorsqu'il y a des enfants. De plus, les hommes ont souvent du mal à déléguer. Alors, pourquoi s'agace-t-on en famille sur les longs trajets et surtout, comment faire redescendre la pression ? Reportage à Cestas en Gironde. Prenez un long trajet direction les vacances. Un couple à bord du véhicule. Attention, fais gaffe aux piétons. Attention, doucement. Quoi ? Doucement, il y a personne. Ambiance garantie. Il peut y avoir des petites frictions. Petite dispute, c'est ça ? Petite dispute, oui. Fais attention, regarde devant toi, freine comme tout à l'heure. Hein. Surtout sa manière de conduire, en fait. Il colle trop les voitures et ça, je supporte pas, en fait. J'ai trop peur. Selon une récente étude, un tiers des couples se disputent sur la route des vacances, notamment si le conducteur se trompe d'itinéraire. Ah, c'est pire. Ah, là, c'est pire. Elle s'en prend, moi. Vous lui dites quoi quand on se trompe de route, c'est de sa faute, monsieur ? Voilà, c'est toujours la faute de celui-là qui conduit. C'est toujours ma faute. Quand on part en vacances, on ne devrait pas se chamailler, mais des fois, ça arrive.
Messieurs ont d'ailleurs souvent du mal à déléguer. 2 tiers des hommes déclarent être les seuls conducteurs. Alors comment apaiser les tensions? Dans ce couple, le passager est responsable de l'itinéraire. Et celui qui ne conduit pas, au contraire, s'il y a plus de danger ou plus de direction à prendre, indique à l'autre. Si le ton monte, pour ces vacanciers, un brin de mélodie sur le trajet. Je pense qu'il y a un moment, on a aussi envie de se taire et de mettre une bonne musique et puis de chanter ensemble et c'est parti pour 2 heures. Et ça évite les problèmes. Exactement. Autre astuce pour aérer les esprits, faire des pauses régulières. Voilà, comme ça dit quand on descend, on arrive, c'est oublié. Les disputes, c'est oublié, on passe à autre chose. Un petit café, ça repart. Voilà, un petit café, se rafraîchir un peu. Voilà. De quoi supporter un long trajet, notamment ce week-end, où les routes seront très chargées. Une circulation classée rouge dès demain. Alors que le Roi Léon a lancé les fêtes de Bayonne, ce vendredi mettait les enfants à l'honneur. L'occasion de savourer le trésor local, le chocolat, décliné ici en lait cacaoté, comme le faisait déjà leur grand-mère. Regardez. Bétissoac a fêté cette année ses 40 ans d'existence. Et ça fait 25 ans que pour les fêtes de Bayonne, nous régalons les petits bouts avec le chocolat. C'est nos mamans et nos grands-mères qui nous ont appris à faire le chocolat. En fait, on prend des fèves de chocolat de chez Daranas et nous faisons une pâte et après, nous mélangeons avec du lait, du basquilé. Voilà, c'est tout simple et on régale ainsi tout le monde, les petits comme les grands. Entre le jeudi et le vendredi, nous préparons à peu près 120 litres de chocolat. Comme c'est la journée des enfants, évidemment, on en passe énormément. Près de 60 à 70 litres. Et le vendredi, on a une petite fréquentation d'enfants. Et oui, on fait à peu près 30 litres de chocolat. Ils ne sont pas habitués au vrai chocolat. Ils sont un peu surpris. Et du coup, nous avons notre goûteuse attitrée, Domi, qui nous goûte tous les plats. Et qui dit, bon, il en faut un peu plus, un peu moins. Il faut faire attention. C'est très bon, mais on parle du chocolat. Donc qu'ils aient le goût du chocolat, on va en remettre un petit peu. Voilà. On vient chaque année aux fêtes de Bayonne et aujourd'hui on est venu goûter le chocolat comme chaque année. Et c'est le meilleur chocolat que j'ai goûté, il est excellent, rien à dire, il est parfait. On voit les défilés et le réveil du Roi Léon. Et il y a le Roi Léon qui se lève à midi et les gens vont aller vers la place de la mairie et il y a les manèges toute la journée. Et nous aussi, on a été enfants, il ne faut pas l'oublier. On a été tout petits comme eux, on a porté le foulard rouge et on a fait les fêtes de Bayonne avec nos parents, nos grands-parents. Et on vous souhaite à tous de très belles fêtes de Bayonne. Bonne fête de Bayonne. Et à très bientôt. Allez Bayonne, je vous entends très fort. Merci de nous avoir suivis dans le JT de l'été. Dans un instant, votre magazine mode d'emploi. Passez une bonne soirée et un bon week-end sur TV7.